Donc bonjour à tous. Donc déjà je voudrais remercier les établissements Boissière de m'accueillir aujourd'hui et de créer ce type d'événement, bon, malgré la météo qui est, on va dire, pas trop en notre faveur. Voilà, c'est toujours bien de créer des événements autour surtout de notre matériau qu'on souhaite mettre en avant et qu'on souhaite défendre. Voilà. Et je voudrais remercier Laura pour l'organisation. Voilà. Parce qu'organiser un événement, c'est pas mal de temps de prise. Donc je me présente, je m'appelle Arnaud Célodou. Je suis le responsable commercial régional pour l'entreprise Vivre en Bois, et qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Piste au Bois. Donc je vais vous faire une petite présentation pour que vous compreniez qui on est. On est partenaire de l'entreprise Boissière pour tout ce qui est bois. Que ce soit des bois de structure ou des bois d'aménagement. Voilà. Et on a un réseau qui s'appelle le réseau Vivre en Bois, qui est présent à travers toute la France. Donc, je vais vous montrer quelques slides qui présentent l'entreprise. Alors ces slides-là, ils n'ont pas pour intérêt de sortir les muscles et de nous dire on est les plus beaux, on est les plus forts. Non, ils ont pour intérêt de montrer que la filière bois aujourd'hui est une filière de haute technologie. Hein, c'est pas la... Souvent on souffre d'une mauvaise image à ce niveau-là, d'être filière un peu reculée, etc. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, il existe dans cette filière-là des industries de haute pointe et de haute technologie. J'en parlais tout à l'heure avec des personnes. Sachez que la semaine dernière, on a livré par exemple une tour sur Bordeaux qui s'appelle la tour Hyperion et qui est une tour de 18 étages. D'accord, en bois. Voilà. Donc notre entreprise a 72 ans, puisqu'elle a été fondée en 1948 par M. Pierre Pisteau. Voilà. Aujourd'hui, c'est toujours une entreprise familiale. On est à la 3e génération à la tête de l'entreprise. On a environ 1200 collaborateurs dans le giron total du groupe, 3 sites de production. Et pour donner des chiffres, aujourd'hui, à l'entrée des scieries, c'est de l'ordre du million de mètres cubes de grumes. D'accord. Les 3 sites de production, les voilà. Donc on a un site qui est le siège historique de l'entreprise au sud de Nantes, sur la Vendée. Dans lequel on transforme, on rabote, on colle et on imprègne. Un site également en plein cœur du Massif central, donc en plein cœur de la ressource, sur la Haute-Corrèze, à Égletons précisément, voilà, qui lui aussi rabote, sèche et transforme le bois. Et un site en propre qu'on a depuis maintenant une vingtaine d'années en Pologne. Alors ce site-là, il a pour vocation à la base de répondre à des exigences de qualité sur une essence qui est le pin, et qu'on avait du mal à trouver sur la France, de par la gestion forestière qui reste aujourd'hui une problématique pour les industriels. La forêt en Pologne est gérée à 100% par l'État, c'est un peu leur verre chez eux, hein, c'est leur pétrole, et ils ont une rigueur qu'on essaye d'implanter en France, mais il reste encore pas mal de travail. Voilà. Lorsqu'on parle d'approvisionnement chez nous, on parle d'un approvisionnement responsable, c'est-à-dire de filières assez courtes et de bois surtout pour les 2 sites de production en France, issus des forêts françaises. On ne travaille pas les bois d'importation et on travaille 4 essences que sont le pin, le Douglas, l'épicéa et le mélèze. On est sur 2 résineux uniquement. Voilà. Donc, en fonction des sites de production que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la Vendée et la Corrèze, vous avez notre rayon d'approvisionnement sur ces bois-là. Notre métier premier, et c'est très important de le souligner, c'est la valorisation de la matière. C'est valoriser l'arbre. Voilà. C'est en tirer le meilleur. Aujourd'hui, j'ai expliqué aussi tout à l'heure, on a mis en place un outil de production qui est unique en Europe, à savoir qu'on ne fait plus et on ne fait pas de sciage en ligne, ni de série. C'est-à-dire que nos journées ne commencent pas par aujourd'hui on va faire des lithos, aujourd'hui on va faire des ossatures, aujourd'hui on va faire de la charpente. Non. Déjà, notre travail commence en forêt. Nous avons des acheteurs et des gens qui sont spécialisés là-dedans pour acheter
les meilleurs arbres, mais qui, quand vous achetez les meilleurs arbres, vous êtes obligé aussi d'acheter ce qu'il y a à côté, parce que sinon on ne valoriserait pas la matière comme il se doit. Ces arbres arrivent chez nous et sont passés dans des rayons X en fait. On a une technologie de scanner qui est mise en place sur tous nos sites de production afin de pouvoir savoir dans l'arbre ce qui se passe et de pouvoir le trier de la façon la plus fine possible. Il y a 4 ans, à la sortie du parc Agrumes, on avait environ 70 box de tri, donc 70 qualités différentes. Aujourd'hui, avec ces nouveaux outils, on est monté à 160, 170 box de tri différents. D'accord? Donc quand je vous parle de valorisation fine et de valorisation de l'arbre, c'est vraiment notre métier premier. Voilà. Donc ces arbres, ils sont passés dans des scanners, et chaque billon est scié différemment. Il n'y a pas un billon qui suit l'autre qui est scié de la même façon. Le scanner nous aide à optimiser les billons et en tirer le meilleur. Voilà, bon ça c'est des rappels de chiffres, c'est environ 920 000 m3 de grumes transformées pour environ 400 000 m3 de sciage. Donc vous allez me dire, il en manque entre les deux. Ben, ce qui manque entre les deux, c'est la valorisation de notre métier, à savoir le granulé de bois, puisqu'on est fabricant de granulés de bois. C'est le bois composite. Le bois composite permet une valorisation de cette matière-là. Et c'est aussi le bois énergie, à savoir que sur chaque site de production chez nous, est liée une cogénération, une usine de cogénération qui permet de générer de l'énergie électrique, voilà, et qui permet aussi de générer de l'énergie thermique, dont on se sert pour nos séchoirs. C'est vraiment un cycle fermé et 100% de l'arbre est valorisé. Quand je vous disais une industrie innovante, là on passe sur la seconde transformation, donc on a scié les bois et maintenant on va les transformer. Voilà, aujourd'hui on a plusieurs raboteries, des ateliers de collage, puisque maintenant les bois collés sont en train de prendre une proportion importante dans la construction. Ça nous permet de placer les bâtiments bois et le bois dans des bâtiments où c'était compliqué jusqu'à présent. Et ça permet également aux entreprises qui travaillent le bois d'avoir des bois secs, des bois droits, et de vous rendre les bâtiments les mieux possibles. Voilà, donc le réseau Vivre en Bois, c'est celui-ci. Donc moi, je suis le responsable du site de Montpellier, qui gère l'ancien Languedoc-Roussillon et une partie de l'Aviron, avec grand plaisir d'ailleurs. Donc c'est tout le mi-avoie, et c'est pour ça qu'on travaille avec Frédéric depuis maintenant une quinzaine d'années à développer la construction bois dans ce secteur. Alors on est également présent, si vous le voyez, dans des territoires comme l'outre-mer, parce que l'outre-mer construit beaucoup en bois également. Voilà, donc ça c'est notre philosophie. C'est une phrase qui émane en fait des salariés. On a tous phosphoré là-dessus, et à la sortie, on a mixé ça et est sorti cette phrase-là pour exprimer notre philosophie et la philosophie de l'entreprise. Donc déjà, avant toute chose, valoriser la matière, c'est respecter la forêt et l'entretenir. Aujourd'hui, on parle souvent, et les gens ont cet a priori-là, d'une forêt mal gérée, de coupe rase, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la place pour les deux types de forêts. C'est-à-dire une forêt, on va appeler ça une forêt plus pour l'éducation, la balade, et que les gens reviennent aux sources et se baladent dans ce milieu-là, qui est le premier schéma que vous avez là, et une forêt aussi cultivée. Parce qu'aujourd'hui, si on veut changer un peu la donne dans le bâtiment, il nous faut avoir un outil en appro matière première qui soit enclin avec cela. Si nous on a mis en place un outil industriel performant, il faut également que l'on trouve une matière et un appro performant. Voilà. Donc je voulais juste faire un petit sondage, j'aurais voulu savoir si vous avez une idée de est-ce que la forêt croît ou la forêt décroît dans notre pays? Bon, ça va, on a bien travaillé. Donc aujourd'hui, l'évolution de la superficie forestière, vous le voyez, hein, elle croît.
depuis maintenant 150 ans. Okay. C'est lié aussi à la désertification de nos territoires. Bon, l'Aveyron est bien placé ou mal placé, je ne sais pas, pour en parler. Je suis originaire d'un territoire similaire, hein, la Corrèze. Donc voilà, c'est des territoires qui ont perdu des habitants et dont les campagnes se désertifient. Et la forêt prend de la place à ces niveaux-là. Voilà. Donc la surface de la forêt en France, on est le 3e pays en Europe hors Russie. La Russie, déjà c'est pas en Europe, mais voilà, on est la 3e surface forestière. Et aujourd'hui, ça nous donne un atout, et surtout c'est une richesse. Donc, lorsque Frédéric et Laura m'ont demandé d'intervenir pendant cette journée, j'ai voulu mettre en avant une essence en particulier qui est le Douglas. Alors pour les cinéphiles, ça n'a rien à voir. C'est pas lié à ces gens-là. Le Douglas, c'est une essence qui est originaire de la côte ouest des États, enfin, de la côte ouest d'Amérique du Nord. Donc c'est beaucoup la Colombie-Britannique pour ceux qui voient où c'est. Hein. L'ouest du Canada et le nord-ouest des États-Unis. Elle a été découverte en 1792 par un monsieur qui s'appelle Archibald Menzies et importée un peu plus tard en Europe par un monsieur qui s'appelait David Douglas. D'où son nom scientifique Pseudotsuga menziesi, en référence à M. Menzies, et au pin Douglas en référence à M. Douglas. Et depuis les années 70, c'est l'une des principales essences de reboisement en France. Et j'ajouterais même qu'aujourd'hui, c'est l'essence sur laquelle il faut parier, puisque aujourd'hui, toutes les coupes de bois blanc, d'épicéa, de pin, qui partent, sont souvent replantées en Douglas. Le Douglas est une espèce qui s'adapte à peu près à tous les climats, à tous les sols, et surtout qui croît rapidement, qui permet pour les propriétaires forestiers de dégager des revenus au bout de 20-25 ans et des revenus intéressants si la sylviculture est bien évidemment suivie. Voilà, donc il y a beaucoup d'avantages à ça et aujourd'hui le marché est demandeur de cette essence. Je vous ai mis deux petits schémas qui vous montrent la répartition du Douglas en France. Donc on voit que c'est surtout le Massif central et le Rhône-Alpes qui concentrent ces volumes-là. Et je vous ai mis une vision un peu plus macro, à savoir la vision européenne. Donc quand je vous disais que c'est une essence d'avenir, c'est aussi une essence d'avenir nationale. Puisque dans la filière bois, aujourd'hui, on est concurrencé par les bois nordiques et par les bois allemands, par exemple, ou autrichiens. Et l'essence de Douglas, de par ce qui est fait en forêt et ce qui aujourd'hui et le lobbying qui est fait aujourd'hui par des entreprises comme la nôtre, donne un avantage concurrentiel à des entreprises françaises et à la forêt française, puisque les Allemands et les Nordiques n'ont pas de Douglas dans leur forêt. Voilà. Donc c'est valoriser la richesse du territoire. Voilà. Et quand on parle d'une essence d'avenir, aujourd'hui, donc je vous disais, c'est une essence qui a été qui est à la tête des replantations depuis les années 70. Donc on arrive sur un massif à maturité et qui est en train de croître en termes de production de sciage. Vous voyez bien, le schéma il est assez révélateur. On atteint aujourd'hui quasiment les 2,5 millions de mètres cubes de sciage dans l'essence Douglas. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'épicéa qui était l'essence phare avant que le Douglas n'arrive, on est aux alentours des 3 millions de mètres cubes et on est plutôt sur de la stagnation, voire sur une déflation, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est coupé en blanc est replanté en Douglas. Donc c'est également une essence d'avenir parce que c'est une essence qui est performante mécaniquement. La petite courbe que vous avez en bas, c'est le module d'élasticité. Donc c'est en fait, on soumet le bois à une contrainte et c'est un comparatif entre plusieurs essences que sont le Douglas, le pin maritime et le sapin épicéa. Donc vous avez le rapport de module d'élasticité sur votre gauche, donc qui est en mégapascal. On ne va pas rentrer là-dedans, mais il y a une échelle. Et en bas, vous avez la largeur moyenne des cernes de bois. Et ce qu'on constate, c'est que même lorsqu'on commence à aller vers des bois qui poussent rapidement,
donc qui ont des cernes un peu plus importantes. Le Douglas garde des caractéristiques mécaniques largement supérieures aux autres. Donc quand je vous disais que même dans des qui s'habituent à des territoires quels qu'ils soient, ou à des terroirs forestiers quels qu'ils soient, on peut en planter en Bretagne tout en gardant des qualités mécaniques très intéressantes. D'accord? Donc ça, c'est une de ces spécificités. Ça nous permet également de proposer des produits de haute technologie et de positionner des bois là où il était difficile de les positionner sur des bois blancs comme l'épicéa. Le bois, lorsqu'il pousse, il y a ce qu'on appelle la texture, donc le rapport entre le bois de printemps et le bois d'été. Le bois de printemps étant celui qui pousse le plus vite, mais qui mécaniquement est peut-être le moins intéressant. D'accord? Et lorsqu'on était dans des territoires sur lesquels nous on faisait pousser de l'épicéa comparativement aux nordiques qui ont des saisons différentes, des climats très différents, on se retrouvait face des fois à des propriétés mécaniques sur lesquelles on ne pouvait pas répondre. Le Douglas répond en partie à cela, voilà, grâce à ses caractéristiques intrinsèques. Okay? Donc je vous ai mis une petite photo, ça permet aussi d'ancrer le bois et le bois français dans des bâtiments à haute performance technologique. C'est également une essence d'avenir par rapport à sa performance en termes de durabilité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'arbre, vous avez des parties distinctes. Je vous ai fait un petit schéma qui est vraiment simpliste, mais qui vous permet de comprendre rapidement. Vous avez l'écorce, l'aubier qui est la partie périssable du bois, donc celle qui, en général, n'est pas durable. Et vous avez ce qu'on appelle le bois parfait ou le duramen, qui, lui, est la partie durable. Le Douglas, le gros avantage, c'est qu'il a un très gros cœur, donc un très gros bois parfait, d'accord? Et un petit aubier. Donc on peut venir faire des pièces dans cette partie-là qui seront naturellement durables, d'accord? Donc on peut mettre également cette essence-là face à des essences naturellement durables que sont les essences d'importation, comme les bois exotiques ou ce genre de choses, d'accord? Donc c'est un autre intérêt à cette essence-là. Mais dans un souci de valorisation de la matière, on ne peut pas dire on va prendre que la crème et on va laisser le reste sur pain. Non, on vient prendre également des bois à cheval entre l'aubier et le duramen, et cette partie d'aubier, on vient la rendre durable par des procédés tels que l'autoclave. Voilà. Okay. Donc cette essence répond naturellement à la classe d'emploi 3.2. Les classes d'emploi sont les classes qui définissent l'emploi que vous allez faire des bois dans le bâtiment en fonction des contraintes d'intempéries que vous allez rencontrer. Par exemple, la classe 2, la classe d'emploi 2, ça représente les bois de charpente. Donc c'est des bois qui ne sont censés voir l'humidité que de façon accidentelle ou pour un entretien, pour défaire une toiture, suite à des intempéries, etc. Et c'est souvent les bois que vous voyez traités jaunes, etc. sur les chantiers. D'accord ? Les classes 3 répondent à des bois qui peuvent être soumis à des intempéries ou des sollicitations un peu plus importantes. Dans cette classe de 3, vous avez la classe 3.1 et la classe 3.2. La classe 3.2 étant plus performante que la classe 3.1. Donc ça permet de faire des bâtiments de façade, comme vous en avez aujourd'hui à Prignol tout autour de nous, puisque ça c'est du Douglas, d'accord? Et ça permet aussi de faire des lames de terrasse. Cette classe d'emploi, elle est définie aujourd'hui dans les DTU par 3 critères. La conception de l'édifice, la massivité des bois que vous allez employer, et également la zone géographique dans laquelle vous allez l'employer. À partir de ces 3 critères-là qui sont définis dans ce DTU-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu long, mais vous pouvez les trouver sur Internet si vous cherchez, ou si vous voulez venir me voir à la fin, c'est un grand plaisir que je vous répondrai à ces questions-là. On définit une classe d'emploi. Sachez qu'en Aveyron, on est sur de la classe 3.2, par exemple, pour les lames de terrasse, pour les structures de terrasse, des choses comme ça. Donc, le dernier critère qui fait du Douglas une essence d'avenir, c'est la performance esthétique. Voilà, c'est une essence qui plaît aujourd'hui aux architectes, que l'on met en avant à travers des bâtiments. Alors, je vous ai fait une petite sélection, comme celui qui est à votre droite. C'est un cinéma à Paris, cinéma des Batignolles. Voilà, ça plaît aux architectes, il y a un retour à ça, on en discute. Tous nos clients sont assez unanimes là-dessus. C'est un matériau qui est chaleureux. Quand vous rentrez dans une maison en bois, il y a quelque chose qui se passe, qui est quelque chose qu'on ne peut pas définir. Mais vous avez un bien-être qui se passe et vous avez quelque chose qui, esthétiquement, c'est apaisant. Il y a même des gens qui ont
qu'on fait des études sur le fait de voir du bois et le bien-être des personnes. Voilà. Donc là, je vous ai mis quelques photos de réalisation qui ont été faites par les établissements boissières entre autres. Voilà. Aujourd'hui, sachez que le bois, on peut l'employer aussi bien en extérieur, le Douglas, que en intérieur. Donc je finirai là-dessus, je ne vais pas vous en mettre plus dans la tête. Choisir le Douglas, c'est participer au développement durable de nos territoires, puisque je vous fais, pour rappeler le slide sur la géolocalisation en Europe de la ressource. Aujourd'hui, le Douglas est un avantage concurrentiel pour les bois français et pour favoriser les bois français. Donc, exigez du Douglas si vous faites un bâtiment. C'est favoriser les entreprises françaises et c'est favoriser la sylviculture française. Aujourd'hui, il faut être chauvin. Et on ne l'est pas assez. Je vous assure, pour avoir travaillé avec l'Allemagne, qu'eux n'hésitent pas à favoriser leur bois et à favoriser leur technologie. Il faut le faire. C'est important de le faire. C'est favoriser nos entreprises. Les entreprises boissières en sont la parfaite illustration. Ça fait des années que je travaille avec Frédéric et il a toujours mis en avant cette technologie-là et cette essence-là. Et je pense qu'il a pris un temps d'avance sur les autres qui sont aujourd'hui sur des bois blancs parce que aujourd'hui, la RT 2020, on en parlait tout à l'heure, va prendre de plus en plus en compte l'origine des bois, la conception des bâtiments, avec quelle entreprise on travaille, dans quel rayon, etc., etc. Donc ça va dans le sens de l'histoire. C'est également lié qualité et esthétisme. On a une essence, on a un avantage concurrentiel à travers le Douglas sur nos territoires qui nous permet de faire des produits de qualité et esthétiques. Voilà. Et je voudrais juste souligner, on est partenaire des établissements boissières depuis le 13 avril 2006. Donc voilà, on n'est pas là juste pour vendre nos produits, on est un partenaire et c'est un partenariat de tous les jours. C'est dans les deux sens. On s'interroge, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? Les bâtiments que vous avez autour de vous, c'est la parfaite illustration. À la base, c'était pas ça forcément qui était prévu. Une enseigne comme Buffalo Grill, le seul Buffalo Grill qui n'est pas blanc avec du Canexel, du fibrociment en façade, il est en Aveyron, il est à Millau, parce qu'on a poussé pour ça et on a réussi à convaincre la maîtrise d'ouvrage pour ça. Voilà. Donc c'est un travail de tous les jours. Voilà. Et je voulais saluer ça parce que on s'entend très bien et que ça passe très bien. Voilà. J'en ai fini. Si vous avez des questions. Alors, on peut le traiter ou on ne peut ne pas le traiter. Si vous ne souhaitez pas le traiter, il faut choisir les bonnes pièces au bon endroit dans l'arbre, ce que j'expliquais tout à l'heure. D'accord? Mais on peut le traiter également. Le traitement, c'est pas pour dire, on va y mettre du chimie. C'est parce que ça va nous permettre de valoriser aussi une certaine partie de l'arbre, qui si on ne faisait pas ça, on dirait que la crème et le reste partirait au feu. Non, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est proposer à vous, monsieur, si vous le souhaitez, des produits non traités, ou à madame, si elle veut, des produits qui seront durables, avec une teinte, d'autoclave. Est-ce que vous y a d'autres questions? C'est pas évident avec les masques, hein, c'est... Alors je vous invite à vous rapprocher d'une association qui s'appelle France Douglas et qui vous guidera. C'est une association qui gère aussi bien l'amont, c'est-à-dire toute l'aspect sylviculture, etc. et qui vous mettra en relation avec les gens qui sont susceptibles de planter du Douglas sur vous, d'entretenir votre massif. Voilà. Et qui vont même jusqu'à l'aval avec des entreprises de nous. On est partenaire de cette entreprise-là. Vous imaginez bien qu'on a un intérêt à y être. Et parce que c'est une entreprise qui est liée à ça, qui est liée à la mise en avant du Douglas. Encore une fois, si vous avez des bâtiments en bois à faire, exigez du Douglas. C'est très important. Ça favorise nos territoires, ça favorise notre économie, ça favorise les entreprises françaises. C'est un avantage concurrentiel que l'on a sur le reste de l'Europe en termes d'industrie du bois. Donc soyons chauvins et allons-y, c'est important. Voilà. Surtout avec ce qui se passe.
Il y a d'autres questions? Bonjour. Une question, peut-être que vous en avez parlé au tout début, je n'ai Oui. pas participé au début de votre présentation. Oui. Lorsqu'on a toujours la réticence sur les bâtiments en bois, c'est la décoloration du bois dans le temps. Je vois qu'il y a des traitements qui peuvent être appliqués. Et c'est vrai que bon, peut-être que vous l'avez présenté, mais... Non, je l'ai pas. Alors, je l'ai pas présenté parce que c'est pour rentrer vraiment dans des détails, etc. Ce que j'expliquais tout à l'heure, on en discutait avec des personnes, c'est aujourd'hui, réussir un bâtiment bois, c'est plusieurs étapes. C'est d'une part une conception. Un bâtiment bois ne se conçoit pas de la même façon qu'un bâtiment béton ou n'importe lequel. D'accord? Dans cette conception, on intègre déjà le vieillissement du bois. Comment va vieillir un bâtiment bois? Donc, on va y répondre avec différentes technologies. Soit la personne qu'on a en face de nous, la maîtrise du bois, va dire « Moi, écoutez, le grisaillement du bois ne me dérange pas, au contraire, j'aimerais que ça s'accélère. » Parfait. Donc, on va le diriger vers quelque chose qui est déjà rapprochant du grisaillement pour qu'il ait de moins à attendre pour que son bâtiment grise. Aujourd'hui, on a développé ce genre de technologie qui sont des autoclaves, des traitements par autoclave, mais gris. Donc là, vous allez avoir une transition entre ce gris-là et un gris de vieillissement, mais vous allez avoir quasiment, dès le départ, ce que vous souhaitez. D'autres personnes vont nous dire, moi, je veux un bâtiment qui ne change pas de couleur. À ce moment-là, on va passer sur des technologies telles que sont les bâtiments autour de nous, c'est-à-dire des technologies de saturateurs. Par contre, le rôle à jouer de la personne et de l'entreprise qui va répondre à ça pour son client, il faut bien expliquer l'entretien que cela implique. D'accord? Et après, cas extrême, on aura les personnes qui diront « Moi, je ne veux pas de bois en façade. » D'accord. Mais vous pouvez avoir un bâtiment bois. C'est pas parce qu'on ne veut pas du bois en façade qu'on ne fera pas un bâtiment bois. Vous pouvez mettre des panneaux, vous pouvez mettre du crépi. Je vous ferai passer devant des bâtiments en crépi sans que vous sachiez que c'est des bâtiments bois. Ce qu'on cherche à travers le bâtiment bois, c'est avoir un bâtiment avec une empreinte carbone la plus basse possible. Et aujourd'hui, même si nos amis du béton s'échinent à ça, à greenbasher leurs matériaux, c'est un matériau gris, et le bois, ils le savent très bien, répond parfaitement à ça. Et en termes d'isolation, de confort, on parlait de bien-être, c'est le matériau par excellence. Et tous les majors de la construction bois aujourd'hui, et de la construction en dur, sont unanimes. Il y a cette volonté-là, de plus en plus des maîtrises d'ouvrage, des particuliers, de réfléchir à dans quel bâtiment je vais vieillir, dans quel bâtiment je vais vivre. Et le bois répond parfaitement à ça. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, c'est une question de, il faut maîtriser, il faut bien concevoir, bien réaliser. C'est là où les établissements boissières jouent leur rôle, à savoir que c'est un matériau qu'elle vend en poupe, donc un matériau qui est un peu effet de mode, donc vous avez des entreprises qui se greffent là-dessus, qui ne sont pas forcément compétentes. Le matériau bois ne supporte pas les mauvaises façons, et il faut que ça soit bien fait. Donc vous avez des professionnels, il existe des professionnels sur tous les territoires aujourd'hui, on trouve des professionnels, et si vous ne les trouvez pas, vous avez des sociétés comme France Douglas, ou comme nous, ou comme d'autres interprofessions, qui vous dirigeront vers les professionnels qui sont capables de faire des bâtiments bois. Mais les bâtiments bois aujourd'hui, ça va de la cabane du chien au R+18 à Bordeaux, qui est sorti il y a une semaine, qui s'appelle Hyperion. Voilà. Donc il n'y a aucune limite à la construction bois. Oui. Vous avez parlé à plusieurs reprises de processus d'encollage, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, oui, le processus d'encollage, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, notamment sur les bois de charpente, on souhaite travailler uniquement, les normes vont vers tout ce qui est bois sec, des bois droits, etc. Donc, aujourd'hui, pour répondre et pour coller à ces produits-là, et pour aussi amener des technologies nouvelles aux entreprises, on prend du bois et on colle le bois. D'accord? C'est les lamellés collés, vous l'avez déjà vu dans un gymnase, si vous levez la tête, souvent c'est des lamellés collés. C'est aussi des technologies comme le CLT. Le CLT, c'est une invention française, mais qu'on n'a pas su exploiter, comme beaucoup de choses en France, et qui est parti en Allemagne et en Autriche, et aujourd'hui ils construisent beaucoup avec ça. C'est ce qu'on appelle du pli croisé, et qui nous permet de faire des structures porteuses,
et notamment des bâtiments grande hauteur. D'accord? Donc on vient coller les bois ensemble pour gagner en technologie, gagner en classement mécanique et permettre des prouesses architecturales qui ne seraient pas possibles en bois massif. Donc si vous voulez, se limiter au bois massif, ça serait limiter la construction bois. Aujourd'hui, passer la phase encollage et collage nous permet de répondre à des bâtiments ou à des caractéristiques ou à des mises en œuvre qui ne seraient pas possibles en bois massif. Voilà. J'ai répondu à votre question? Ouais. Quelles sont les modalités d'entretien quand on veut garder un aspect bois à long terme? Alors, si vous souhaitez garder un aspect bois à long terme, déjà, il faut savoir qu'il y a deux emplois différents, l'emploi vertical et l'emploi horizontal. Donc l'emploi vertical, ça va être des saturateurs, comme ce que vous avez autour de vous, madame. D'accord? Ces bâtiments-là doivent subir un entretien. Mais j'ai envie de vous dire, comme tout matériau en extérieur, tout matériau de finition pour les façades. Un crépi, ça s'entretient. D'accord? De la pierre, ça s'entretient. Ben, le bois, c'est pareil, ça s'entretient. Donc il y a un entretien à prévoir à 5 ans, 8 ans, en fonction de l'exposition des bâtiments. D'accord? Idem pour les bois de terrasse, où là c'est des produits différents parce qu'on est sur un emploi horizontal, donc ça va subir encore plus les affres du temps et de la météo. Et là c'est des technologies de saturateurs également, mais adaptées aux terrasses. Mais il est possible d'entretenir et de garder l'aspect, on va dire, originel des produits bois. Juste pour compléter, Arnaud, si tu me le permets, au niveau du saturateur, pour préciser, un saturateur, c'est une huile. C'est une huile qui va nourrir le bois en profondeur, contrairement à une lasure qui laisse une pellicule filmogène en surface, qui va s'écailler dans le temps. Et donc il va falloir poncer, décaper pour pouvoir réentretenir. On a tous connu le décapage de nos volets, de la maison, de nos volets bois, avant de les remettre en lasure. Là, on va travailler avec des saturateurs qui vont nourrir le bois en profondeur, qui ne laissent pas de pellicule filmogène en surface et qu'on n'a plus besoin de poncer pour retraiter. On doit par contre, contrairement à une lasure qui va avoir une durée de vie avant un traitement nouveau de 7 à 10 ans, nous, avec des saturateurs, on va avoir un traitement tous les 3 à 5 ans sur des expositions sud et ouest et tous les 5 à 7 ans sur des expositions nord et est. Voilà. Donc tout va, on a un entretien un petit peu plus régulier, mais moins important en termes de temps à passer qu'une lasure qu'il faut poncer, décaper. Voilà. Et donc on nourrit vraiment le bois en profondeur. C'est ce qui a été passé sur les façades des différents bâtiments que vous voyez ici. Il y a eu un traitement saturateur qui a été fait en usine, qui a été proposé par Vivre en Bois, par Piveteau. Donc premier saturateur en usine. On a posé un bardage fini usine et ensuite un entretien qui est apporté par l'entreprise au fur et à mesure du temps qui passe. Voilà. C'est ce que j'ai expliqué aussi tout à l'heure, monsieur, c'est un travail de partenariat. Aujourd'hui, les bâtiments de Prignol, ils sont sortis parce que il y a quelqu'un qui à la base a voulu que ça soit en bois. Donc, voilà. Et nous, on a travaillé en bonne et due forme pour qu'on puisse réaliser ça, mais surtout que la maîtrise d'ouvrage soit satisfaite, parce qu'il ne suffit pas de dire on veut du bois, on veut du bois, on veut du bois. Non, il faut qu'à la sortie, il y ait une satisfaction aussi client. D'accord? Et pour avoir cette satisfaction client-là, il faut qu'on travaille industriel, poseur et, on va dire, concepteur, main dans la main. Et aujourd'hui, sortir des bâtiments bois qui satisfont les clients, c'est bien évidemment possible, et vous en avez partout dans toute la France. Voilà. Mais il faut travailler comme ça. Il faut travailler en bonne intelligence. Voilà. Merci Arnaud pour ton intervention. Avec plaisir. Je tiens à te remercier donc de cette intervention, de t'être déplacé aujourd'hui pour nous rendre visite et apporter quelques éclaircissements sur votre métier de scieur-raboteur. C'est important. Ce que je pense que vous avez tous compris aujourd'hui, c'est de favoriser, c'est l'intérêt et c'est ce que recherche l'entreprise boissière depuis maintenant une quinzaine d'années, favoriser l'utilisation de bois français, de bois locaux. Donc on s'est bien trouvé avec l'entreprise Piveteau Vivre en Bois, qui souhaite aussi travailler les bois français favoriser du moins l'utilisation des bois français. Donc ça c'est ce qu'on recherche au quotidien, nous chez Boissière. Ouais. Et je rajouterais favoriser le Douglas. Voilà.
Et ça, c'est Frédéric a été visionnaire là-dessus, puisqu'il a toujours exigé que ça soit du Douglas dans ses constructions. Et aujourd'hui, là où on le prenait pour un extraterrestre il y a peut-être 15 ans, aujourd'hui c'est lui le pilote de la navette spatiale. Alors pilote, je sais pas, mais... non, mais effectivement, depuis 15 ans, j'ai souhaité travailler essentiellement le Douglas, très peu de bois blanc chez nous. Le Douglas parce que déjà, on est sur des forêts gérées durablement, c'est du bois français, alors qu'en bois blanc, c'est beaucoup de bois d'import. Et je voulais absolument travailler le Douglas. Très peu le mélèze, j'en parle un petit peu parce que beaucoup, notamment d'architectes ou de magazines parlent de mélèze. Aujourd'hui, du mélèze en France, on en a très peu. Le peu de mélèze que nous avons, nous le trouvons dans les Alpes. Il est utilisé pour les entreprises locales des Alpes notamment. Donc on a du mal à avoir de l'approvisionnement mélèze, nous, localement ici pour nos constructions. Donc le mélèze que l'on va trouver, ça va être des mélèzes d'importation, Lituanie, etc. Donc d'où l'intérêt de dire ben, on favorise le Douglas qui a la même caractéristique technique, durabilité que du mélèze. Et on favorise le Douglas qui est un bois qui est un peu plus local, on va dire, que le mélèze. Voilà. Et voilà, je rajouterais aussi que par rapport au slide qu'on a vu sur l'évolution des sciages et l'évolution de la forêt là-dessus, c'est ni plus ni moins qu'être visionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous disais, beaucoup de peuplements qui sont coupés en bois blanc sont replantés en rouge. Donc celui qui déjà est sur cette technologie-là depuis une quinzaine d'années ou sur cette essence-là depuis une quinzaine d'années, dans 20 ans, il sera en plein cœur de la cible, quoi. Et des gens qui insistent et qui continuent à travailler sur les bois blancs, on pourra toujours, mais on sera sur des circuits très longs, des bois d'importation. Et vous voyez bien avec ce qui se passe aujourd'hui, les gens, c'est pas, à mon avis, pas ce que vont demander les maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient publiques ou privées. Voilà. Je pense qu'on peut clore là-dessus. Je te remercie Arnaud. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur la provenance des bois avec notre partenaire Vivre en Bois. Je vous invite à suivre la conférence suivante qui porte sur le parc des Grands Cosses. Donc on reste dans le bois avec Jérôme Bussière qui va nous parler par contre là du bois et de la filière très très locale sur donc la filière du bois sur le territoire du parc régional des Grands Cosses. Donc on va laisser le micro à Jérôme. Merci à tout cas Arnaud. On peut applaudir.